C'était la première fois qu'elle me disait tu. Sans doute à cet instant, la tête lui tourna-t-elle d'émotion. Elle s'assit brusquement sur le divan. Elle semblait à bout de force. Je fus aveuglé comme par un éclair. Je restai là debout, n'en croyant ni mes yeux ni mes oreilles. Ainsi elle m'aimait. Elle était venue chez moi et non chez monsieur Astley. Elle, une jeune fille, elle était venue, seule, dans ma chambre, à l'hôtel. Elle se compromettait ainsi aux yeux de tous, et je restais là, planté devant elle sans comprendre. Une pensée folle brilla dans mon esprit. Paulina, donne-moi seulement 1 heure. Attends ici 1 heure et seulement, et je reviens. C'est indispensable. Tu verras, reste là, reste là. Et je sortis de la chambre en courant. Sans répondre à son regard interrogateur, elle me cria quelque chose, mais je ne reviens point sur mes pas. Oui, parfois la pensée la plus folle, la plus impossible en apparence, s'implante si fortement dans votre esprit qu'on finit par la croire réalisable. Bien plus, si cette idée est liée à un désir violent, passionné, on l'accueille finalement comme quelque chose de fatal, de nécessaire, de prédestiné, comme quelque chose qui ne peut pas ne pas être et ne pas arriver. Peut-être y a-t-il là quelque chose de plus. Une combinaison de pressentiments, un effort extraordinaire de la volonté, une auto-intoxication par l'imagination ou encore autre chose. Je ne sais, mais ce soir-là que je n'oublierai de ma vie, il m'arriva une aventure miraculeuse. Quoiqu'elle s'explique parfaitement par l'arithmétique, elle n'en reste pas moins miraculeuse à mes yeux. Et pourquoi cette certitude était-elle si profondément, si solidement enracinée en moi, et depuis si longtemps? Car j'y songeais, je vous le répète, non comme à une éventualité possible et par conséquent incertaine, mais comme à quelque chose qui ne pouvait pas ne pas arriver. Il était 10h15, j'entrai au casino avec un espoir ferme et en même temps une émotion que je n'avais jamais ressentie. Il y avait encore du monde dans les salles de jeu, quoique 2 fois moins que le matin. À 11h, il ne reste autour des tables que les vrais joueurs, les joueurs invétérés pour qui, au zoo, n'existe que la roulette. Ils ne sont venus que pour elle. Ils remarquent à peine ce qui se passe autour d'eux et ne s'intéressent à rien d'autre de toute la saison. Ils ne font que jouer du matin au soir et seraient sans doute disposés à jouer toute la nuit jusqu'à l'aube si c'était possible. C'est toujours à regret qu'ils se dispersent lorsque l'on ferme le casino à minuit. Et lorsque le plus ancien des croupiers, avant la fermeture, un peu avant minuit, annonce les 3 derniers coups, messieurs, ils sont prêts à miser parfois sur ces 3 derniers coups tout ce qu'ils ont en poche, et c'est de fait à cette heure-là que l'on perd les plus grosses sommes. Je me dirigeais vers la table, même où s'était assise la grand-mère. Il n'y avait pas grande presse, aussi pus-je bientôt occuper une place debout à côté de la table. Juste devant moi, sur le tapis vert, était tracé le mot passe. Passe, c'est une suite de chiffres de 19 à 36. La première série de 1 à 18 s'appelle manque, mais que m'importait. Je ne calculais pas et n'avais même pas entendu le dernier numéro sorti. Je ne m'en informais pas en commençant comme l'aurait fait le joueur le moins précautionneux. Je sortis mes 20 Frédéric et les jetai sur passe. 22, cria le croupier, j'avais gagné. Je risquai de nouveau le tout, et ma première mise et mon gain. 31, clama le croupier. Nouveau gain, cela me faisait donc en tout 80 Frédéric. Je mis le tout sur les 12 chiffres du milieu, gain triple, mais 2 chances contraires. Le plateau se mit à tourner et le 24 sortit. On me remit 3 rouleaux de 50 Frédéric à 10 pièces d'or. Je possédais maintenant en tout 200 Frédéric. Dans une espèce de transe fiévreuse, je poussai tout ce tas d'argent sur le rouge. Et soudain, je repris mes esprits. Ce fut la seule fois au cours de toute la soirée que la peur me glaça, se manifestant par un tremblement des mains et des pieds. Je ressentis avec horreur, dans un éclair de conscience,
brusque un pari, elle fut précipitée de son ballon sur le sol. 4, cria le croupier. Avec la mise précédente, cela me faisait de nouveau 6 000 florins. Je prenais déjà des airs triomphants et n'avais plus peur de rien. Je prenais déjà des airs triomphants et n'avais plus peur de rien. Je jetai 4 000 florins sur le noir. Une dizaine de personnes se hâtèrent de miser comme moi sur le noir. Les croupiers échangeaient des regards et parlaient entre eux. Autour, on parlait et on attendait. Le noir sortit. À partir de ce moment, je ne me rappelle plus ni le montant ni la succession des enjeux. Je me souviens seulement, comme en rêve, que j'avais déjà gagné environ 16 000 florins. Soudain, 3 coups malheureux m'en firent perdre 12 000. Alors j'ai mis les derniers 4 000 sur passe, mais je ne ressentis presque rien sur l'instant. J'attendais machinalement sans penser à rien. Je gagnais de nouveau, puis je gagnais encore pendant 4 coups d'affilée. Je me souviens seulement que je ramassais les florins par milliers. Je me rappelle aussi que ce furent les chiffres du milieu, auxquels je m'étais attaché, qui sortirent le plus souvent. Ils sortaient régulièrement, toujours 3 ou 4 de suite, puis ils disparaissaient pour de tours et revenaient encore pour 3 ou 4 coups consécutifs. Cette étonnante régularité se rencontre par période. Et c'est ce qui déroute les joueurs de profession qui font ces calculs crayon en main. Quelle terrible ironie du sort ne se manifeste-t-elle pas ici? Je crois qu'il ne s'était pas écoulé plus d'une demi-heure depuis mon arrivée. Soudain, le croupier m'annonça que j'avais gagné 30 000 florins, que la banque ne répondait que pour cette somme en une seule séance, et qu'on allait donc fermer la roulette jusqu'au demain matin. Je pris tout mon or, le fourrai dans mes poches, ramassai tous mes billets et me rendis aussitôt dans une autre salle où il y avait une autre roulette. La foule se précipita derrière moi. Là-bas, on me fit aussitôt une place, et je recommençai à miser à tort et à travers sans compter. Je ne comprends pas ce qui me sauva. De temps en temps, d'ailleurs, l'idée de calculer me venait à l'esprit. Je m'attachais à certains chiffres, à certaines chances, mais je les abandonnais bientôt, et recommençais à jouer presque inconsciemment. J'étais sans doute distrait. Je me souviens que les croupiers corrigèrent plusieurs fois mon jeu. Je faisais des fautes grossières. Mes tempes étaient moites, mes mains tremblaient. Des Polonais accoururent me proposer leur service, mais je n'écoutais personne. La chance ne me quittait pas. Soudain retentirent autour de moi des éclats de voix, des rires. Bravo, bravo, criaient les gens. Quelques-uns même applaudirent. J'avais de nouveau raflé 30 000 florins et l'on fermait la banque jusqu'au lendemain. Partez, partez, me murmura quelqu'un à ma droite. C'était un juif de Francfort. Il s'était tout le temps tenu à mes côtés et m'avait, je crois, aidé 1 ou 2 fois. Pour l'amour du ciel, partez, murmura une autre fois à mon oreille gauche. Je jetai un rapide coup d'œil. C'était une dame d'une trentaine d'années, modestement mais convenablement vêtue, avec un visage fatigué d'une pâleur maladive, mais qui laissait deviner qu'elle avait été merveilleusement belle. À ce moment, je bourrai mes poches de billets que je froissai et ramassai l'or qui restait sur la table. Je pris le dernier rouleau de 50 Frédéric et réussis, sans me faire remarquer, à le glisser dans la main de la dame pâle. J'avais terriblement envie de le faire et je me souviens que ses doigts minces et effilés me serrèrent la main en signe de vive reconnaissance. Tout ceci ne demanda qu'une seconde. Après avoir tout ramassé, je me rendis aussitôt au 30 et 40. Le 30 et 40 est fréquenté par un public aristocratique. Ce n'est plus la roulette, mais un jeu de cartes. Là, la banque répond pour
rassasié, mais seulement son irrité exige des sensations nouvelles, de plus en plus violentes jusqu'à l'épuisement total. Et vraiment, je ne mens pas. Si le règlement avait permis de miser 50 000 florins d'un coup, je les aurais risqués. Autour de moi, on criait que c'était insensé, que c'était la 14e fois que le roux sortait. Monsieur a déjà gagné 100 000 florins, dit quelqu'un à côté de moi. Je me réveillai subitement. Comment? J'avais gagné dans la soirée 100 000 florins, mais je n'avais pas besoin de plus. Je me jetai sur les billets, les fourrai en vrac dans ma poche, sans compter, ramassai tout mon or, tous les rouleaux et sortis précipitamment du casino. Tout le monde riait en me regardant traverser les salles, les poches béantes, et la démarche incertaine à cause du poids de l'or. Je crois qu'il en avait pour plus d'un demi-pound. Quelques mains se tendirent vers moi, je distribuai de l'argent par poignées, autant que ma main pouvait en contenir. 2 juifs m'arrêtèrent près de la sortie. Vous êtes audacieux, très audacieux, me dirent-ils, mais partez demain matin aussitôt que possible, sinon vous perdrez tout. Je ne les écoutais pas. L'allée était si sombre que je ne pouvais distinguer mes mains. Il y avait près d'une demi-verste jusqu'à l'hôtel. Je n'ai jamais eu peur des voleurs ni des brigands, même lorsque j'étais enfant. Je ne m'en inquiétais pas non plus à cet instant. Je ne me rappelle d'ailleurs pas à quoi je pensais en chemin, j'avais la tête vide. J'éprouvais seulement un plaisir violent, celui du succès, de la victoire, de la puissance. Je ne sais comment m'exprimer. L'image de Paolina passait devant mes yeux. Je ne perdais pas de vue que je me rendais auprès d'elle, que j'allais la retrouver, lui raconter ce qui s'était passé,